L'aventure de la presse yiddish. Une série de 15 émissions proposées par Henri Minzelles et présentée par Olivier Gulan. Réalisation technique Richard Hanou. Une série réalisée avec le concours de la Fondation Doron. Henri Minzelles, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, les journalistes yiddish, les grands journalistes yiddish, et il y en a eu beaucoup. Oh, il y en a eu énormément, hein. Il y en a eu des dizaines et des dizaines, et seulement ce que je voudrais dire, surtout ceux qu'on a choisis, ne sont peut-être pas considérés comme les plus grands parmi les 5 que nous avons pris. Ils font peut-être partie, disons, des 10 plus grands. Mais ce que je voulais surtout souligner... Oui, nous avons choisi arbitrairement 5 grands journalistes qui nous permettront de faire un nouveau tour du monde de la presse yiddish. Oui, mais quand on a choisi ces 5-là, on peut dire vraiment ce sont quand même de grands journalistes. Voilà ce que je trouve très, très significatif, c'est qu'un certain nombre de points communs se dégagent de la plupart des journalistes yiddish, à la différence des journalistes non juifs. Non pas qu'il y ait une spécificité yiddish du journalisme, c'est pas ça que je veux dire, mais je remarque 4 axes principaux. Tout d'abord, ce sont presque tous des autodidactes. Ces journalistes n'ont pas été des universitaires, des gens qui descendaient de leur tour d'ivoire pour délivrer leur enseignement journalistique, mais des autodidactes. Mais quand je dis des autodidactes, c'est dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire pourvus d'une culture extraordinaire. La plupart sont des gens qui parlaient plusieurs langues. Certains avaient fait des études, mais les avaient interrompues pour les raisons que l'on peut imaginer, l'antisémitisme, etc. Il fallait gagner sa vie. Mais ils se sont tout le temps cultivés toute leur vie durant. Ils ont appris énormément de choses. Ils ont collaboré non seulement dans des journaux, mais ils ont écrit. Moi, j'appelle ça l'intelligentsia, à défaut d'autres termes. La deuxième chose qui me paraît très, très significative également, c'est leur parcours politique. Le parcours politique de ces gens a épousé les idéologies du siècle. Les idéologies du siècle, on l'a dit abondamment dans les émissions précédentes, peut-être on pourrait me reprocher de faire une idéologisation, excusez-moi, c'est dur à dire, mais c'est vrai. C'est vrai, ces journalistes ont épousé les grandes causes. Après tout, la déclaration Balfour, donc le sionisme. Après tout, la révolution russe. Après tout, le communisme qui est arrivé. Après tout, toutes les erreurs ou tout au contraire, toutes les certitudes que les juifs ont pu avoir. Eh bien, les journalistes les ont transcrits sous le plan de la presse. La troisième chose, et ceci découle au fond de la seconde, c'est leur prise directe avec les masses. On ne peut pas dire qu'un journaliste juif était un monsieur qui était dans un bureau où il fallait frapper 3 fois avant d'entrer. Il était tout le temps en relation, il allait chercher dans les masses populaires, c'est comme ça qu'on les appelait les Yiddische-Mass Funk. On allait chercher un peu ce qui se passait, disons, dans les différentes classes de la société et principalement, il ne faut pas oublier qu'il y avait des millions de gens qui vivaient dans des conditions plus ou moins mauvaises, plus ou moins bonnes, et notamment en Pologne. Et le journaliste était à l'écoute de ce qui se passe. Et puis on peut dire d'ailleurs que ces journalistes appartenaient eux-mêmes à cette classe populaire. Leurs conditions de vie n'étaient pas toujours très, très faciles. Non, il faut dire que rarement les journalistes yiddish ont vécu de leur rarement. Ils avaient toujours des travaux annexes. Moi, j'ai toujours été effaré par certains journalistes qui pouvaient faire une foule de choses à la fois et qui trouvaient le moyen de faire une foule de choses à la fois à une époque où il n'y avait ni ordinateur, ni une équipe de gens qui étaient à votre qui s'occupaient pour rechercher les documents pour vous ou des choses comme ça. Il n'y avait pas de documentaliste qui était auprès de Zalman Reisen. Zalman Reisen faisait son travail lui-même et ça, je trouve ça extraordinaire. Et la dernière chose qui découle de tout ça, au fond, non pas que je veuille dire que les journalistes non juifs ne sont pas dans ce cas-là, mais les journalistes yiddish, ce qui m'a frappé, c'est leur honnêteté foncière. Ce sont des gens qui, comme ils étaient à l'écoute de ce qui se passait, à l'écoute du peuple juif, eh bien, à l'écoute des masses populaires, ces gens-là étaient pas toujours d'une lucidité, mais en tout cas d'une honnêteté foncière et disaient sincèrement ce qu'ils pensaient et ils l'écrivaient. Donc, il n'y a pas eu de tabou comme il peut y avoir des tabous maintenant, c'est-à-dire, bon, ils étaient quand même objectifs, ils étaient même parfois partisans, mais enfin, l'époque était comme ça, hein, il faut pas oublier dans quelle époque ont vécu les journalistes que nous allons décrire. Alors, les 5 journalistes que nous avons choisis, c'est Eb Kahn, qui a travaillé aux États-Unis, Finkelstein Noer, qui a travaillé en Pologne et puis en France, Pessach Novick, un journaliste américain,
Zalman Reisen, qui était un journaliste lituanien de Vilno. Polonais. Et puis Léon Lehmann, qui était aussi un journaliste polonais, mais qui s'est installé à Paris, qui est toujours d'ailleurs journaliste à Paris. Et nous allons donc parler de ces 5 journalistes, si vous le voulez bien, après une pause musicale. Brennt, Brüderlach, es brennt. Oi, unser Uhrenstädel brennt. Diese Winden mit ihr Gusen reißen, brechen und sie blusen, stärker noch wie diese Flammen, unser Rundschein brennt. Und ihr steht und ihr kiekt, das oi sich mit verrenkte Hand. Und ihr steht und ihr kiekt, das oi sich steht und brennt. Brennt, Brüderlich, es brennt, oi, unser Uhrenstädel brennt. Es haben schon die Feierzungen das ganze Städtler reingeschlungen und die böse Winden huschen, unser Städel brennt. Und ihr steht und ihr kiekt, das soll sich mit verlegte Hand. Und ihr steht und ihr kiekt, das soll sich unser Städel brennt. Es brennt, Brüderlach, es brennt. Die Hilfe ist nur in euch allein gewendet. Oi, du Städtli, das Teier, nimm die Kehl, lässt du's Feier, lässt mit euer eigen Blut, beweist, dass ihr du's kennt. Städtli, die Brüder, also sich mit verlängte Hand. Städtli, die Brüder, lässt du's Feier, steht und brennt. Alors Henri Minzelles, le premier des 5 journalistes que nous avons choisis arbitrairement, le premier des 5 grands journalistes yiddish, chez Eb Kahn. Oui, Eb Kahn. Il s'appelait Abraham Kahn, mais ça donne Eb Kahn en américain, en anglais. Il est né en Lituanie, lui, en 1860. Il est mort en 1951, donc il a vécu 91 ans. Et il a été, comme je disais tout à l'heure en parlant de cette intelligentsia, il a été un leader socialiste, il a été un écrivain, il a été un journaliste, et il a été surtout un patron de presse. Tout ça à la fois pour un seul homme. On peut dire qu'il a été, ou plus exactement, Pierre Lazareff a été le Eb Kahn français. Je ne voudrais pas inverser les données, puisque tout de même Eb Kahn est né bien avant. Alors, il est parti aux USA en 1882, à la suite des pogroms qui ensanglantaient la Russie. Et il a fait divers métiers. Il a d'abord été correspondant de périodiques russes, puis judéo-américains. Il était reporter, il était journaliste, il écrivait des articles de fond, il faisait de la critique littéraire. Vraiment, on peut dire que c'est un homme qui écrivait beaucoup. De plus, il a écrit des romans. Il a écrit des romans en yiddish, il en a écrit aussi en américain. Il a écrit par exemple Yekl, A Tale of the New York Ghetto, c'est-à-dire Yekl, l'histoire d'un gars, un conte du ghetto de New York en 1896. Il a écrit Imported Bridegroom, c'est-à-dire le fiancé importé. Il a parlé aussi de la terreur rouge et de la terreur blanche à propos de la première révolution de 1905. Il a parlé de The Rise
of David Levinsky, c'est-à-dire l'ascension de David Levinsky. Donc c'est un homme qui a écrit des romans. Et puis à partir de 1897, le Forward s'est fondé, c'est-à-dire le grand journal new-yorkais yiddish, qu'on appelle aussi le Jewish Daily Forward, c'est-à-dire le journal, le quotidien juif de New York. En avant, ça fit en avant, et il s'est agrégé à cette équipe journalistique. Il est devenu directeur du journal et il a été le grand patron de presse que l'on sait, puisque grâce à lui, d'un stade artisanal, le Forward c'est devenu un journal industriel, au même titre que le New York Times, toute proportion gardée bien sûr, ou que le New York Herald et d'autres journaux. Quel genre d'homme était-ce ? Il paraît que c'était un homme à la fois très attachant et très dictatorial, c'est-à-dire qu'il était... Comme beaucoup de patrons de presse. Voilà, il était... Oui, ne citons personne, n'est-ce pas ? Il était très directorial et très dictatorial, mais il a eu quand même un idéal, et son idéal, c'était le journal. Et pour le journal, je ne dirais pas qu'il aurait tué père et mère, c'est pas vrai, mais il aurait fait n'importe quoi. C'est-à-dire que dans son journal, ça devait refléter trois choses. D'une part, l'humanité, mais pas l'humanité à la manière communiste, à ce moment-là, ça n'existait pas encore, le socialisme et le travail. C'est-à-dire, c'était un peu sa trinité à lui. Et à partir de ça, c'est ça qu'il a imprimé dans le journal, le Forbes. Il ne faut pas oublier qu'une édition du Forbes dans les années 35 pouvait comprendre ce qu'on appelle le Beilage, c'est-à-dire une édition bilingue à la fin de la semaine, paraissait dans 150 et même 200 pages. Donc c'était vraiment, comme on sait, les journaux américains sont toujours très lourds. Et alors ça, c'est la première des choses qu'il faut mettre à son crédit. La deuxième, c'est qu'il a vraiment aidé des écrivains à devenir des écrivains célèbres dans le monde yiddish. C'est le cas de Schulemach, c'est le cas de Joinier Rosenfeld, c'est le cas des deux Zinger, Israël Yoshua Zinger, le frère aîné, et Isaac Bashevis Zinger. Alors, ce qu'il y a de bien, et c'est là-dessus qu'on va terminer sur cet homme, c'est qu'il a été vraiment fidèle à ses idéaux de jeunesse, fidèle à ses conceptions, disons, de gauche, encore que dans les dernières années, ses convictions de gauche se sont doublées d'une sympathie grandissante envers le sionisme. Un sionisme de gauche, bien entendu. Alors, Henri Minzelles, revenons en Europe avec Finkelstein-Noer. Alors, Finkelstein, c'est encore un cas assez particulier. Voilà un homme qui est né en 1871, qui est mort en 1946, qui lui aussi a eu un parcours idéologique assez particulier. Il est né à Brisk. Pour les gens qui ne sauraient pas, Brisk, c'est le nom yiddish de Brest-Litovsk, il faut le dire. Et, à ne pas confondre avec Brest. Oui, à l'extrême point du Finistère, c'est pas pareil. Et ce Noer Finkelstein a été un leader sioniste. Il a été un des supporters de l'Ouganda lorsque Theodor Herzl pensait que l'Ouganda pouvait résoudre le problème. Puis le problème sioniste. Puis par la suite, il a viré de bord. Il est redevenu sioniste, disons palestinien, comme on disait à l'époque. Et en 1908, il a fondé un journal qui est devenu très vite quotidien et qui s'appelait le Heint. Le Heint est paru donc en Pologne, Heint ça veut dire aujourd'hui, et qui est devenu le journal sioniste le plus populaire de la Pologne de l'entre-deux-guerres. Il faut dire qu'il paraissait à un moment donné, il a dépassé 100 000 exemplaires. Je ne sais pas si vous imaginez, 100 000 exemplaires, c'est quand même vraiment un très très gros tirage. Je parle pour la Pologne de l'époque. Il a participé à des élections politiques. C'est lui qui a aidé un homme politique socialiste polonais de pouvoir devenir député par opposition à un leader nationaliste à Varsovie même. Et puis il y a eu, paraît-il, des problèmes politiques avec disons la ligne éditoriale en Pologne. Il a quitté la Pologne, non pas sur un coup de tête, mais enfin il n'était plus d'accord, et surtout à la suite d'une fusion entre deux journaux qu'il n'approuvait pas, c'est-à-dire de Siedische Volk, le journal yiddish, avec le Heint. Alors il a quitté la Pologne et il s'est installé à Paris, et en 1926 jusqu'à 1940, il a créé le Heint, c'est-à-dire aujourd'hui à Paris, dont le tirage était moindre, mais qui a permis
nous a permis de raconter la petite anecdote du Qualifiziert. Enfin, je ne veux pas la rappeler. Enfin, disons que ça permettait même à des non-juifs de pouvoir lire le yiddish, pour nous simplifier. Voilà, ça c'est ce Pariser Eint. C'est signalé par une opposition grandissante vis-à-vis à la fois des communistes et des bundistes qui arrivaient en France venant de l'Europe de l'Est. Alors, Henri Minzeles, après Epkan et Finkelstein-Noer, eh bien, il nous reste trois grands journalistes yiddish à voir, à passer en revue. Pesach Novik, Zalman Reisen et Léon Lehmann. Oui, alors Pesach Novik est mort à l'âge de 98 ans il y a peu de temps. Il était né lui aussi à Brest-Litovsk, Brisk. Il a fait des études classiques. Il est passé par le Cheder, par la Yeshiva. Il a adhéré au Bund, puis après au mouvement progressiste. Il est parti aux États-Unis et est devenu un très grand journaliste. Mais alors disons dans la presse communisante, dont le journal était Morgenfreiheit, c'est-à-dire la liberté du matin, si je puis dire. Il a remplacé un autre directeur de journal. Et il a eu des relations avec Epkan ? Il a pas très bonnes, parce qu'ils étaient vraiment pas du même bord. Lui, il a été un ardent stalinien jusqu'au rapport Khrouchtchev. Après le rapport Khrouchtchev, mais Kahn était déjà mort à ce moment-là. Au moment de la guerre de 6 jours, en 1967, il est devenu un ardent sioniste. Alors, ça aussi, c'est ce que je disais au début de l'émission, c'est très significatif de l'itinéraire idéologique d'un des nombreux journalistes yiddish dont nous avons parlé. Le second, c'est Zalman Reisen. Alors là, c'est encore autre chose. C'est un homme de l'entre-deux-guerres qui a été à la fois un leader communautaire, qui a été un lexicographe, un grammairien, un homme politique, un journaliste et un éditeur de Unser Tag, qui c'est d'ailleurs notre jour, si je puis dire, à Vilno. C'est un yiddishiste convaincu. Il était conscient de l'importance d'une autonomie juive et lui aussi a beaucoup aidé les écrivains yiddish de Vilno et notamment Jung Vilna, c'est-à-dire l'école littéraire Jeune Vilno. Alors enfin Léon Lehmann, c'est un personnage tout à fait d'abord qui nous intéresse particulièrement puisque il vit à Paris, il est journaliste français, parisien, et c'est un personnage tout à fait extraordinaire. Oui, c'est un personnage tout à fait extraordinaire. Lui n'a pas tout à fait le même parcours idéologique, c'est-à-dire qu'il a tout le temps été, je pense, sioniste. Pas un sionisme trop à gauche, disons un sionisme plutôt du centre et même de droite. Mais ce qui était remarquable chez cet homme, que je connais très bien, que vous connaissez aussi, il peut se targuer aussi d'avoir 60 ans de journalisme. Et alors lui, il est passé par une école de journaliste, une école supérieure à Varsovie. Il a écrit dans de nombreux journaux. Je crois qu'à un moment donné, il avait une quinzaine de correspondances. Et encore aujourd'hui, c'est le principal correspondant. Mais l'intérêt, c'est qu'il était en Pologne, il travaillait au Moment, le journal qui s'appelait Le Moment, qui tirait à 70 000 exemplaires. Et puis en 1940-41, il a été replié en Union soviétique. Il est devenu journaliste en Ouzbékistan. Il est passé après à Varsovie. Il a écrit en 1959, et ça il faut le dire, un livre très très connu qui s'intitule La tragédie des Juifs en URSS. Il faut dire aussi qu'il a écrit, je crois, plus de 2500 articles. Il y aurait de quoi remplir 20 volumes. Alors, il est à l'heure actuelle le président de l'association des écrivains et journalistes juifs, et j'en profite pour lui tirer mon chapeau. Et c'est le correspondant parisien français de la plupart des grands journaux yiddish qui paraissent encore dans le monde. Oui, on peut dire à Paris, à New York, à São Paulo, à Montréal, à Buenos Aires, et en Israël, le journal Aboker. Henri Minzeles, je vous remercie. Au cours d'une prochaine émission, nous parlerons des liens entre le particularisme juif et l'universel à travers la presse yiddish. C'était l'aventure de la presse yiddish, une série d'émissions proposée par Radio Communauté Judaïque FM avec le concours de la Fondation Doron.